Donc voilà aujourd'hui ce qui est actif. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur le logiciel qui est vraiment devenu notre outil de gestion quotidienne. Les infirmières, quand elles arrivent le matin, je ne sais même pas si elles ouvrent leur mail avant nos OCOS, hein. Je pense qu'elles ouvrent nos OCOS avant leur mail maintenant, puisque on reçoit nos alertes en temps réel. Donc là, la page d'accueil que vous avez, on peut la paramétrer comme on veut, hein, c'est assez souple. Mais nous, Nathalie, je suis moi, désolée c'est de ma page d'accueil Nosocos, oui. Il y a eu un petit bug de la plateforme et en fait, personne ne nous entendait à part depuis 2 minutes. Donc, je suis désolée, je vais vous demander de recommencer. Je suis navrée. Ok. Hop, c'est pas grave, je vais sûrement être moins bonne du coup, mais donc je reprends. Donc je disais que effectivement, ce projet d'implémentation d'un logiciel, c'est quelque chose voilà, qui est dans notre tête depuis un moment, depuis 2016, et que ça a pu se concrétiser qu'en 2021, ce qui est déjà pas mal. Donc, ce qu'on avait envisagé, nous, dans notre cahier des charges pour notre logiciel métier, c'était d'avoir un outil qui nous permettait de gérer toutes nos alertes microbiologiques et qui nous permettait également de rapatrier les différentes données qu'on peut avoir dans les différents logiciels métiers de notre établissement, puisque là, aujourd'hui, on était obligé d'aller ouvrir plusieurs logiciels pour récupérer les informations. Et donc là, avoir vraiment le basculement de toutes ces données patients directement dans un logiciel. Donc, on avait prévu l'interface avec les mouvements des patients, l'interface avec les résultats de microbiologie, enfin du laboratoire en général, avec le bloc opératoire et les différents dossiers patients que l'on a dans l'établissement. Vous voyez qu'on en a plusieurs en fonction des types de services. On avait également prévu une interface de sortie vers notre dossier patient principal, qui est le logiciel Crossway, parce qu'on souhaitait avoir une communication directe du statut de patient porteur ou contact dans le logiciel patient pour ne plus avoir de retranscription manuelle. Donc ça, c'est le souhait de départ. Donc là, on est déjà à quelques années de l'installation et en connexion active à ce jour. Donc on voit qu'on a encore beaucoup de travail et beaucoup de perspectives d'évolution possibles. Parce que déjà, rien qu'avec ces 3 logiciels connectés, on fait déjà énormément de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est connecté uniquement avec le support identité des patients et mouvement des patients, le logiciel de traitement des analyses de biologie et le logiciel de bloc opératoire. Donc nous, à ce jour, dans nos OCOS, on se connecte et on a toutes ces informations-là qui sont rapatriées. Au niveau de la présentation du logiciel, donc ce que je disais, alors ça peut-être du coup ça avait été entendu, mais c'est vrai que c'est vraiment devenu un outil quotidien pour les infirmières. Donc c'est pour ça qu'on fait la présentation à deux aujourd'hui, puisque je pense que nos infirmières aujourd'hui, elles se connectent en arrivant directement à nos OCUS avant même d'ouvrir leur mail, puisque c'est là qu'on va avoir toutes nos alertes qui arrivent le matin. Tous les patients détectés positifs Covid, BHR, enfin voilà, toutes nos alertes microbiologiques arrivent là le matin. Donc ça, c'est notre page d'accueil qu'on peut configurer comme on veut. Donc là, on peut. Alors c'est pas, elle n'est pas récente hein, la capture d'écran parce que c'est pas tout à fait ça l'épidémiologie actuelle. Mais on peut paramétrer pour avoir des petits widgets comme ça en temps réel pour suivre l'évolution d'un certain nombre de pathologies. Donc, on les paramètre comme on veut. Donc là, moi, j'avais mis Covid, grippe, VRS pour suivre l'évolution de nos infections respiratoires et savoir quand éventuellement déclencher des mesures particulières. Donc, dans les tâches qui sont réalisées à ce jour avec notre logiciel, donc c'est la gestion de toutes nos alertes microbiologiques, donc à savoir qu'on peut les paramétrer relativement facilement. Alors, des fois, on bloque un peu, il nous aide, mais sinon, on peut paramétrer nous-mêmes nos alertes microbiologiques. Donc, nous, aujourd'hui, on a des alertes sur tous les virus respiratoires, sur les BMR, BHR, les Clostridium. On va même jusqu'à la coqueluche, tuberculose, voilà, tout ça est paramétré. Et dès qu'il y a un résultat positif, on voit les alertes apparaître. Ce logiciel nous permet également de faire une gestion et un suivi de tous nos patients porteurs BHR, donc sur lesquels on a des attentions particulières,
puisque voilà, on sait qu'on suit leur parcours dans l'hôpital, on suit les présences voilà, donc les présences des patients, les éventuels prélèvements qui auraient été réalisés. On réalise également des listes de patients contacts avec ce logiciel. Donc ça, c'est vraiment… Alors, tout a un peu révolutionné notre quotidien, mais le fait de pouvoir faire des listes de contacts en 3 clics, jusque-là, c'était vraiment pas quelque chose que nous, on pouvait faire avec notre système d'information. On était obligé de faire des choses très manuelles en prenant les plannings d'hébergement et en recopiant dans des tableurs Excel. Donc là, aujourd'hui, en 3 clics, on a une liste de patients contacts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très confortable. Et on réalise également la surveillance SPIADI avec le logiciel. Donc, je vais laisser Habibé vous parler de la gestion des alertes microbiologiques. Alors effectivement, une fois connectés sur nos OCOS, donc nous allons donc dans l'onglet rapport d'alerte, et on atterrit directement sur cette page sur nos alertes actives. Donc apparaissent ici effectivement les alertes que nous n'avons pas traitées, mais également celles déjà traitées, notamment pour les patients porteurs BHRE hospitalisés. Ça nous permet vraiment d'avoir un suivi un peu plus poussé concernant leurs mouvements, et surtout dans quel service ils vont, et surtout si on a des nouveautés concernant ces patients-là. Et là, tout à gauche, apparaissent du coup les alertes. Donc effectivement, des patients déjà traités, comme ici, patients porteurs BHRE hospitalisés, mais également des nouvelles alertes type le Covid, ou la Covid plutôt, pardon, les BLSE, là les gastro, c'était un exemple qu'on avait pris pour pouvoir vous montrer. Et effectivement, l'avantage de cet affichage, c'est que ça nous permet vraiment de voir instantanément si on a de nouvelles infections qui tombent au sein de l'établissement, et derrière de pouvoir mettre en place des mesures d'action et de prévention, et surtout l'accompagnement auprès des équipes. Voilà, pardon, ça va bien se passer. Donc effectivement, quand par exemple on clique sur l'onglet SARS-CoV-2 pour aller traiter les fiches, donc on atterrit, bon, je vous ai coupé une partie, mais on atterrit sur les alertes, et on peut mener de différentes actions. Donc pour le Covid, on peut mener 2 actions. Déjà, dans un premier temps, de créer une alerte porteur, ce qui nous permet vraiment de pouvoir suivre le patient pendant 14 jours, pendant la durée de son hospitalisation. Et surtout, si c'est un patient qui est, par exemple, passé seulement par les urgences avec un retour à domicile derrière et une réhospitalisation quelques jours plus tard, ben nous, ça nous envoie une alerte en nous disant que ce patient qui avait été dépisté positif il y a tant de jours est revenu en hospitalisation, et du coup, ça nous permet de mieux accompagner les équipes. Et on se crée par la suite, une fiche infection. Je vais pas réussir. Une fiche infection. Donc de là, on atterrit sur une nouvelle page avec l'identité du patient, avec sa date d'admission, la date à laquelle il a été diagnostiqué, avec d'autres widgets concernant le type d'infection, si c'est infection respiratoire ou autre, si vraiment on est sur une récidive ou est-ce que c'est un premier cas. On a sur la partie fiche complémentaire, on peut mentionner la différente symptomatologie du patient, savoir s'il y a une liste de contacts qui a été réalisée derrière, et plein d'autres actions. On note également, vous pouvez le voir, hein, c'est coupé, mais vous pouvez le voir ici, c'est effectivement, il y a une acquisition communautaire, si le patient est arrivé avec, ou bien est-ce qu'il y a une acquisition au sein de l'établissement. On peut rajouter, alors pour cette infection, il n'y a pas spécialement l'intérêt, mais si toutefois ce patient est passé au bloc opératoire, une chirurgie récente ou ancienne, ça nous permet vraiment de faire un suivi, notamment c'est important surtout pour des patients qui ont des prélèvements de plaies ou autres. Ça nous permet de savoir vraiment si ça peut être associé au bloc ou pas. Les prescriptions, on mentionne notamment par rapport aux patients porteurs BHR, donc au dépistage BHRE, ou bien les patients qui ont des dépistages positifs au Clostridium, mentionner les types d'antibiotiques, s'ils ont d'autres thérapeutiques par la suite. Vraiment, ça nous permet vraiment d'avoir un suivi de ce côté-là. Côté micro-organismes, on mentionne effectivement le résultat du dépistage. Donc là, conséquence, là c'est le PCR Covid, mais par exemple pour une BLSE, on a la case BLSE qui apparaît avec les différents micro-organismes qui s'affichent par la suite.
On mentionne également donc le parcours patient. Donc effectivement, s'il est passé par les urgences, si c'est une admission directe ou bien une admission par un autre établissement. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'on a un champ libre dans lequel on mentionne donc effectivement un petit peu des observations plus ou moins paramédicales qui sont complétées par nos praticiennes par la suite concernant donc sur l'état général de cette fiche infection. Et juste, je voudrais rajouter que sur cette fiche infection, en fait, la majorité des champs se remplissent automatiquement. Le type d'infection est renseigné d'emblée, les données d'admission. Donc l'origine présumée, c'est nous qui allons trancher. La chirurgie, il y a juste à cliquer sur le bouton plus pour rapatrier les chirurgies. Pareil pour le parcours patient, hein, on clique sur importer le parcours patient et ça se remplit tout seul. Donc le micro-organisme est d'emblée rempli, donc très peu d'interventions. Et dans la case prescription, aujourd'hui, ça ne se remplit pas parce qu'on n'est pas encore connecté avec notre dossier patient où on peut retrouver les prescriptions. Et à terme, en un clic, pareil, on devrait pouvoir importer les prescriptions, mais aujourd'hui, on n'a pas encore cette connexion. Donc par rapport aux alertes microbiologiques que vous venez de voir, donc chaque alerte microbiologique va être qualifiée ou non par la création d'une fiche infection, puisque dans les alertes microbiologiques qu'on reçoit, on peut très bien décider que voilà, ce prélèvement ne nous intéresse pas et donc on clôture l'alerte. Mais à chaque fois qu'on va créer une fiche infection, ça va venir implémenter une base de données qui contient toutes nos fiches infection. Et donc, ces fiches infection, derrière, on va pouvoir en faire plein de choses et notamment pouvoir faire des courbes épidémiques de manière très rapide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très confortable aussi, puisque en 2-3 clics, on peut se demander, ben voilà, où est-ce que j'en suis de mes infections à Streptoa depuis le début de l'année. Et ben en 3 clics, ça nous sort une courbe épidémique. Donc là, c'est un exemple, hein, mais on peut faire ça avec n'importe quelle infection qu'on a qualifiée dans le logiciel, et avec si c'est nosocomial ou pas, si ça vient de l'extérieur. Donc là, le streptoa, bien évidemment, ça vient majoritairement de l'extérieur, mais comme on a eu des alertes sur le streptoa, ça nous permet de suivre ça très très facilement. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement confortable. Alors, concernant la gestion des alertes porteurs, donc on identifie donc les porteurs dans le logiciel pendant la durée qu'on souhaite. Donc là, comme vous avez pu voir juste avant, donc d'emblée sur notre première page apparaissent donc nos patients porteurs, mais on peut reparamétrer par la suite les alertes en fonction des hospitalisations des patients. Donc on peut également rajouter au niveau de ces alertes les isolements. Donc on dit plus isolement, mais plutôt les précautions complémentaires associées. Que ce soit contact plus ou bien contact plus clostridium, pardon. Et c'est vraiment un gain de temps déjà d'une pour nous derrière quand on rouvre le dossier, mais derrière concernant la traçabilité, c'est un certain confort. Et pour aller... Alors ça, effectivement, les développeurs du logiciel, alors c'est pas un logiciel français, donc c'est pas forcément les mêmes pratiques, mais eux, dans leur philosophie, la gestion des isolements, en fait, c'est vraiment à partir de mon logiciel, c'est le professionnel de PRI qui clique sur les précautions à mettre en place. Et donc, ça pourrait aller, nous, c'est pas connecté, puis de toute façon, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, mais ça pourrait aller directement jusqu'à la prescription dans le DPI des précautions complémentaires. Donc, c'est pas forcément notre façon de travailler en France, mais en tout cas, ça a été conçu pour pouvoir faire ça. Du coup, on aurait un bien meilleur indicateur PCC si on faisait comme ça, mais je ne sais pas si ça serait très pertinent pour autant. Donc effectivement, concernant la gestion des alertes, comme je vous disais tout à l'heure, donc ça apparaît ici avec les patients porteurs VHRE hospitalisés, ce qui nous permet vraiment de suivre leur localisation actuelle ou les mouvements. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement qui se rajoute avec un nouveau patient, eh bien le nom du patient, le numéro du dossier remonte à la surface. Et vu qu'on est quotidiennement et constamment sur le logiciel, ça nous permet de savoir si le patient a été transféré ou bien s'il est revenu en hospitalisation.
Par la suite, là, ce qui est important, ce qui est intéressant de rajouter, c'est qu'on, grâce donc à ce logiciel, on est capable de créer des listes de patients contacts. Suite à une découverte fortuite, par exemple, ou un dépistage dans un service, eh bien, on peut reprendre le numéro de dossier du patient, de sélectionner les services dans lesquels il a pu être hospitalisé, comme on peut le voir ici. Je sélectionne mes services à partir de la date à laquelle je veux créer ma liste contact, et par la suite générer un listing de tous les patients qui ont été pris en charge par la même équipe et dans le même service que ce patient qui vient d'être découvert. Il y a autre chose à rajouter dessus? Donc là, aujourd'hui, une fois qu'on a la liste de contacts en quelques clics, il nous reste encore à faire la manipulation d'aller mettre cette notion de contact dans le dossier patient. À terme, lorsqu'on aura la communication avec le dossier patient, cette information pourra être transmise directement. On avait quand même présenté une étude à l'SF2H concernant le gain de temps que l'on a pu avoir grâce à cet outil sur la création des listes de contacts. Donc, on avait estimé avec notre ancien mode de gestion que entre l'extraction, dans notre ancien mode de gestion, il y avait de multiples étapes à faire, donc ouverture du planning des hébergements, retranscription manuelle des données à partir des plannings d'hébergement et saisie du statut contact dans le logiciel patient. Donc ça, effectivement, c'était quelque chose qui nous prenait 2h30 avant et ce temps a été réduit à une trentaine de minutes, parce qu'on a toujours cette saisie du statut contact dans le logiciel, mais par contre, la génération de la liste de contacts se fait en 2 clics, hein, donc j'ai mis 1 minute, mais en fait, je pense que c'est moins que ça. Dans cette étude, on avait également regardé le gain de temps pour la gestion des alertes microbiologiques quotidiennes, pour lesquelles où jusque-là, on avait souvent, alors parfois un mail, mais parfois une étape d'extraction des données, la saisie manuelle des données sur un tableau Excel. Il fallait ensuite aller sur les différents logiciels pour consulter l'historique microbiologique du patient, l'historique des mouvements du patient. Donc, ça nous prenait à peu près 20 minutes par alerte. Et là, aujourd'hui, on a diminué ce temps à environ 8 minutes parce qu'on est encore obligé d'aller ouvrir Crossway. Hein, mais par contre, on n'ouvre plus les mouvements patients, le laboratoire, on a tout dans. Donc, il y a vraiment eu un gain de temps et ce temps, on souhaite le réinvestir pour mieux accompagner les services. On a également collaboré avec le fournisseur du logiciel pour pouvoir réaliser la surveillance SPIADI. Donc, même si on a ce logiciel, on sait tous que la surveillance SPIADI, c'est quand même une surveillance assez lourde à mener. Bon, le logiciel nous aide bien, mais ça fait pas du 100%, hein, donc ça reste lourd. Je pense on va travailler encore à l'automatiser plus. En tout cas, ils ont été très réactifs par rapport à ça, puisqu'ils nous ont fait un formulaire spécifique avec toutes les données que demande SPIADI pour la surveillance. Donc, on a fait également une étude pour montrer l'évolution de la mise en place de la surveillance PIADI avec le logiciel, donc qui nous fait gagner du temps, notamment en termes de gestion des fiches et après d'exportation des données. Ça se fait très rapidement. Ce qui nous permet de gagner du temps avec le logiciel pour la surveillance PIADI. Donc, on a mis en place nos alertes sur les hémocultures et d'emblée sur SPIADI, vu qu'on récupère les informations, sur nos OCOS, vu qu'on récupère les données de laboratoire, d'emblée on peut voir si le laboratoire a considéré que cette hémoculture était une souillure probable. Avant, on était obligé d'aller vérifier dans le logiciel. Là, d'emblée, on peut voir que c'est une souillure, ça ne nous intéresse pas, on n'intègre pas ce patient, cette hémoculture, en tout cas dans la surveillance. Donc la présence du parcours patient, on la voit directement aussi. Donc on peut très rapidement définir si la bactériémie peut être associée aux soins ou non. Donc on gagne
du temps là-dessus aussi. Sur les patients qui présentent plusieurs hémocultures. Donc ça, c'est grandement facilité aussi, puisque quand le patient a déjà une fiche infection d'ouverte avec une hémoculture qui a déjà été traitée, ça ne nous met pas créer une fiche infection, ça nous met ajouter l'analyse à une infection existante. Et donc, dans ce cas-là, on a notre alerte qui tombe et on sait d'emblée que ce patient est déjà géré. Là, on a encore une étape qui est un petit peu manuelle, donc c'est la retranscription dans le formulaire SPIADI des données qu'on est obligé d'aller chercher sur notre logiciel patient. Donc, ça, j'espère qu'un jour, on arrivera à diminuer ça aussi. Mais par contre, une fois que nos fiches PIADI ont été saisies, là, ça se présente comme ça, hein, toutes nos fiches. Et là, on fait sur exporter les formulaires en Excel. Et là, on exporte ça au format CSV au réseau SPIADI qui peut intégrer les données directement dans sa base de données. Donc, on n'a rien de plus à faire une fois qu'on a saisi nos fiches PIADI dans notre logiciel. Alors, il y a une autre fonctionnalité, enfin elle est plus ou moins récente comparée à tout le reste, c'est le module épidémie. Ce module nous permet effectivement donc de pouvoir créer des épidémies en fonction donc de nos infections, en fonction par rapport à nos services, par rapport au type d'infection également, et de pouvoir faire le suivi par la suite. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on peut intégrer d'autres patients, même s'ils n'étaient pas hospitalisés en même temps que ce patient ou ces patients positifs du début, et également de pouvoir identifier des contacts. Effectivement, donc ça s'affiche comme ceci. Ce qui se passe, c'est que quand on a un cas confirmé, donc on a une première partie qui remonte dans les cas confirmés avec tout le dossier patient, la fiche infection associée, l'identité du patient bien entendu, et sur la ligne du temps apparaît donc le numéro de chambre dans laquelle il est hospitalisé, à quelle date il a eu son infection, du moins le dépistage. On peut voir également donc à quel moment en amont il aurait pu avoir des dépistages mais qui étaient négatifs. Et bien entendu, on voit également les mesures de précaution et également nos interventions qu'on peut mettre directement sur la ligne du temps. Et effectivement, donc au-dessus, on était sur des cas confirmés, là sur les cas contacts. Et pour les contacts, on peut insérer des patients donc, qui sont hospitalisés dans le même service ou non en fonction du mouvement du patient premier. Alors ça, c'est vrai que le module de gestion des épidémies, donc c'est ce qui a été mis en place assez récemment. Maintenant, on commence à bien le manœuvrer. Donc mais ça, c'était vraiment aussi quelque chose dont on était en demande hein, par rapport à notre outil. Et c'est vraiment un outil hyper visuel en plus, hyper adapté. Alors, il peut être, je pense qu'on va pouvoir pousser pour qu'il puisse faire encore plus de choses. Mais c'est vrai que, voilà, on a d'emblée donc le visuel sur nos épidémies actives. Donc c'était sur la diapo d'avant. Donc là, on a toutes nos épidémies en cours dans l'établissement. Et après, sur chaque épidémie, vraiment ce suivi. Et effectivement, là, on peut voir les prélèvements négatifs qui avaient été effectués auparavant. Et nos patients contacts, donc qui sont inclus dans le suivi des épidémies, si ils ont un prélèvement positif pour l'analyse concernée par l'épidémie, ils vont basculer automatiquement dans les cas confirmés. Après, nous, là, on voit celui-là, il n'est pas de la même couleur parce qu'il a été remonté directement. Nous, on ne l'a pas encore qualifié, hein, mais en tout cas, il est remonté directement dans les cas confirmés. Et là, on peut tracer nos actions. Donc, on a appelé le service, on s'est fait un petit code en fonction des icônes pour savoir ce qui a été fait. Juste autre chose, faut savoir que on a des codes couleurs également au niveau des dossiers, à savoir pour mieux définir si on est sur un cas nosocomial, un cas communautaire ou bien la grille, c'était quand on n'avait pas encore traité le dossier, si je ne me trompe pas. Donc, toutes ces données qu'on va colliger, ça nous permet également d'avoir des rapports plus ou moins automatisés. Donc, il faut savoir paramétrer ces rapports. Mais en fin d'année, par exemple, quand on veut faire le bilan de toutes les infections qui ont été traitées, on peut en quelques clics avoir ce type de graphique. Donc, savoir voilà, combien on a eu de Clostridium difficile, dans quel service. Donc, voilà, ça nous permet aussi, dans nos bilans, d'aller beaucoup plus vite puisque tout est automatisé et
peut se manager en quelques clics. Donc voilà les principales fonctionnalités dont on voulait vous parler. Donc dans les perspectives, vous l'avez compris que nous, on a envie de continuer à pousser l'utilisation de cet outil puisqu'on n'a pas encore toutes les connexions qu'on aimerait avoir. Donc on a ce projet de connexion amont-aval avec Crossway, donc, qui est notre principal logiciel patient. Alors, si ça n'a pas été fait à ce jour, ce n'est pas à cause de notre fournisseur de logiciels, c'est parce que l'établissement doit changer de dossier patient. Et comme toujours, là, maintenant, ça va faire 4 ans que c'est dans 2 ans qu'on change. Donc voilà, donc ça doit changer. Donc on nous a refusé parce que bon, il faut payer les connexions, hein, donc on nous a refusé les connexions parce qu'on doit changer de logiciel, sauf qu'on n'a toujours pas changé de logiciel et que je ne sais pas quand est-ce qu'on changera vraiment. Donc, une fois qu'on aura ça, on pourra avoir cette fameuse gestion intégrée des statuts porteurs-contacts qu'on gérera depuis nos OCOS et qui seront transférés directement sur le logiciel patient. Ça nous permettra également une autonomisation totale de la surveillance PIADI, puisque là, aujourd'hui, la présence d'un cathéter, on est obligé d'aller chercher à la main. Donc là, on pourra récupérer ces informations directement. Dans des perspectives, voilà, je pense qui arriveront avant, on souhaite mettre en place une surveillance ciblée des bactériémies en réanimation cardiaque, mais pour ça, il nous faut une connexion au logiciel des soins intensifs et la mise en place de la surveillance des infections du site opératoire, donc qui est en cours. C'est assez compliqué à mettre en place, mais on a vraiment à cœur, enfin, voilà, au CHU de Limoges, on avait une grosse antériorité sur cette surveillance-là, qu'on a été obligé d'abandonner parce que ça devenait trop compliqué au niveau des moyens informatiques. Donc, on a à cœur de pouvoir remettre en place cette surveillance. Donc pour conclure, je dirais que les points clés pour déployer un logiciel métier en PRI, donc c'est de bien définir son besoin, savoir exactement ce qu'on veut. Nous, il y a eu l'étape de rédaction du cahier des charges qui était assez complexe et assez fastidieuse. Maintenant, il y a des marchés qui ont été ouverts, donc qui simplifient un peu les choses. Nous, on a été obligé de faire un vrai marché puisqu'il n'y avait pas de logiciel au niveau des groupements d'achat. Pour la vie du logiciel, je pense qu'il faut vraiment être impliqué et bien connaître le paramétrage des alertes laboratoires. Donc, c'est un plus. Moi, je viens du laboratoire, donc je connais bien le logiciel Glimpse. Donc, ça, c'est vraiment un plus parce que je connais son fonctionnement. Au niveau du paramétrage en lui-même, ça a été très transparent pour nous. Ça nous a demandé très peu de travail. Mais par contre, c'est mieux de bien connaître le fonctionnement du logiciel labo pour pouvoir ajuster des choses. Et après, une fois qu'on a le logiciel, le travail n'est pas fini puisqu'il y a l'outil en lui-même et comment on souhaite l'utiliser. Parce que je pense que là, pour l'instant, on n'est pas beaucoup à utiliser nos OCOS, mais si un jour on fait le tour de tous les utilisateurs de nos OCOS, je pense qu'on aura différentes façons de se servir de cet outil. Donc, ça va être important de définir les rôles de chaque profil utilisateur. Nous, on a vraiment les infirmières qui gèrent au quotidien et les praticiens qui ont un rôle de validation des fiches traitées par les infirmières. Ce n'est pas obligatoire, c'est nous qui avons décidé de le faire comme ça. Et de bien rédiger des protocoles d'utilisation du logiciel pour que tout le monde s'en serve de la même façon et uniformiser les pratiques. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire, nous, par rapport à notre expérience de l'utilisation d'un logiciel métier en PRI. Merci beaucoup pour cette présentation qui fait rêver. On va tout de suite laisser la parole donc, au docteur Julie Lison. On a eu un petit souci donc, au démarrage. Tout le monde n'a pas pu forcément entendre l'introduction, mais donc on fera les questions en fin de session puisqu'elles sont certainement recoupées entre les différentes solutions de logiciels métiers. Donc, je laisse la parole au docteur Julie Lison tout de suite qui va nous présenter donc, la solution qui est utilisée sur Nancy, donc le logiciel Zinc de l'UMED. Merci. Merci de m'avoir permis de venir vous présenter effectivement notre retour d'expérience sur l'utilisation également d'un logiciel en PRI. Donc, nous, c'est le logiciel Zinc de la société L'UMED et Biomérieux.
Nous, en 2020, on est rentré dans un protocole de recherche avec l'UMED pour développer vraiment la partie prévention du risque infectieux et donc le logiciel Zing. Donc, on a passé à peu près 2 ans avec eux pour développer cet outil. Et puis, depuis octobre 2022, on l'utilise en routine. Donc, on commence déjà à avoir un petit peu un retour sur nos pratiques. Alors, je vais essayer de pouvoir vous présenter le logiciel. C'est assez compliqué quand même de présenter à distance un logiciel et essayer de vous donner un peu les clés pour appréhender ce logiciel-là. Donc, moi, je vais me focaliser sur des fonctionnalités qui nous intéressent beaucoup au quotidien, donc la gestion des alertes, bien évidemment, microbiologiques, et également la gestion des BHRE, parce qu'on sait que c'est une gestion qui nous prend énormément de temps pour chaque établissement, et on souhaite tous pouvoir réduire ce temps-là pour se consacrer à d'autres choses. Et donc, voilà, je vais essayer de répondre de ce côté-là et vous parler également des rapports épidémiologiques, puisque c'est une partie qui nous intéresse. Alors, moins de façon quotidienne, mais c'est vrai qu'on a tous besoin d'avoir des données épidémiologiques de notre établissement. Donc, voilà. Puis, je finirai par les avantages et puis les améliorations, puisque voilà, cet outil mérite aussi quelques améliorations pour vraiment nous faciliter notre travail. Alors pour commencer, nous, c'est pour vous présenter notre tableau de bord. C'est vraiment la première chose effectivement que nous aussi on ouvre en allant tous les matins. C'est notre tableau de bord, c'est la gestion des alertes qui arrive en flux continu puisqu'on est relié également à la validation du laboratoire. Et voilà, en continu, on a des alertes qui arrivent et qui nous donnent un certain nombre d'informations. C'est ces alertes-là qu'on va gérer au quotidien. Donc, on a différents types d'alertes. On va avoir des alertes sur un patient qui est admis ou qui est réadmis avec un statut déjà connu infectieux, donc ce qui nous permet d'être réactifs tout de suite, puisque là aussi, c'est relié à notre logiciel d'entrée-sortie. Donc, dès qu'un patient va avoir un mouvement, quel qu'il soit dans l'hôpital, on est averti tout de suite également, donc ce qui permet de pouvoir le traiter tout de suite. La sortie de l'établissement également, pour certains patients, c'est intéressant d'avoir cette information-là. Les mouvements de lit au sein de l'unité ou au sein des unités de l'hôpital. Si on a un cas suspecté qui revient, on va avoir une alerte. Tout ce qui est test positif, on a paramétré aussi les tests positifs possibles nosocomiales. Donc ça aussi, on peut paramétrer la durée qu'on le souhaite pour qu'on ait cette alerte possible nosocomiale. Et puis également des alertes tests négatifs, puisque dans certains cas, et notamment pour les patients en contact BHRE, on a besoin de savoir quand on a des tests négatifs. Chaque type d'alerte va être associé à un type d'infection. Et donc, ces types d'infections, c'est Clostridium difficile, tuberculose, EPC, ERV, Covid, grippe et j'en passe. La liste est également à vous de pouvoir l'enrichir pour créer vos propres alertes, puisque tout est personnalisable en fonction de votre épidémiologie, en fonction de votre établissement, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'état de l'alerte qu'on voit tout de suite. Nous, on a créé plusieurs états. Donc, l'état surveillé, c'est que personne n'a pris la main sur l'alerte, donc il faut la traiter. En investigation, c'est que c'est l'équipe médicale qui a pris la main sur cette alerte et est en train de travailler dessus. En traitement, c'est notre équipe paramédicale qui prend la main, puisqu'elles vont également se rendre sur le terrain pour vérifier la mise en place des précautions. Et puis, la dernière alerte traitée, quand l'équipe médicale et paramédicale ont fini de traiter l'alerte, on la met en traité et elle s'enlève du tableau de bord. Donc, au fur et à mesure, les alertes s'enlèvent. Donc ces alertes-là, donc elles sont vraiment en temps réel et on a toute la virologie, la mycologie, la bactériose qu'on n'avait pas au tout début avant l'UMED. On n'avait que la bactério, donc c'est vrai qu'on était assez en aveugle sur le reste de l'épidémie, sur l'épidémiologie sur notre établissement, puisqu'en fait on était très passif et on attendait finalement que les services nous appellent en nous disant voilà,
on a plusieurs cas de grippe, plusieurs cas de gastro, etc. Et finalement, on n'était pas du tout réactif. Donc là, c'est vraiment en temps réel, dès que le laboratoire a validé. Voilà. Donc ensuite, cette alerte, on a une enquête à réaliser. Donc on va ouvrir une enquête avec un certain nombre d'éléments à renseigner, ce qui va nous permettre de pouvoir faire nos rapports ensuite d'épidémiologie dans un second temps pour avoir des informations sur l'état de l'hôpital. Ensuite, on a créé des questionnaires, des investigations cliniques qu'on faisait déjà en fait avant l'UMED, mais qu'on envoyait par mail. Et donc, on mettait très longtemps à copier ce rapport-là. Donc là, on l'a créé informatiquement et on a juste à cliquer ou à renseigner un certain nombre d'informations, ce qui nous permet de récupérer ces données et de les stocker dans le dossier Zing et de pouvoir y revenir à tout moment. Et puis notre équipe paramédicale a également son sous-formulaire. On a créé une évaluation de la mise en place des précautions sur place ou un audit de moyens. Et donc, une fois que l'alerte est traitée au niveau médical, notre équipe va se rendre sur place pour bien vérifier que les précautions sont mises en place. Et donc, elles vont pouvoir rentrer directement les réponses de cet audit dans le formulaire, ce qui nous fait gagner du temps. Et ensuite, on peut extraire ces données-là et rendre l'information au service de soins sur cet audit de moyens. Donc ça, c'était sur les alertes au quotidien. On a également un module gestion des cas groupés épidémie. Donc, sous le même format que la gestion des alertes, on va aussi avoir des alertes spécifiques sur des possibles cas groupés ou d'épidémie que le logiciel lui détecte. Donc, cette configuration de ces alertes, elle va être basée soit sur le type de résistance, parce qu'on a beaucoup par exemple, de micro-organismes de résistance BLSE dans certains services, et donc il va créer une alerte en disant, bah voilà, j'ai découvert 2, 3 ou 4 patients avec ce type de résistance. Voilà, est-ce que ça peut être une épidémie ou un cas groupé? Ça peut être basé sur un micro-organisme en particulier, donc par exemple Clostridium difficile. On va demander au logiciel de nous faire une alerte quand on a 2 patients par exemple ou 3 patients dans un espace-temps positif à Clostridium dans un service. Ils vont nous faire une alerte basée sur le caractère nosocomial des tests. Donc par exemple pour la grippe, on va lui demander si on a 2 tests nosocomiaux dans un service, bah, fais-moi une alerte. Il va falloir qu'on aille voir sur place, ou alors basé tout simplement sur le type d'infection. J'ai plusieurs cas de gastro-entérite ou d'infection respiratoire virale. Il va nous faire une éclosion, et à partir de ça, il va nous dire, bah voilà, moi je me suis basée sur tel et tel patient, à vous de confirmer ou d'infirmer le fait que ce soit une épidémie ou pas. Et si c'en est une, eh ben, on va incrémenter au fur et à mesure effectivement les patients qui deviennent positifs pour ensuite pouvoir extraire ces données-là sous format Excel. Donc ces données-là ces alertes-là c'est une configuration personnalisée. On donne voilà le nombre de prélèvements qu'on attend sur tel espace-temps, et donc le logiciel va nous faire des alertes. Puisque nous, on est plusieurs dans l'équipe à gérer les alertes au quotidien, et donc on peut passer à côté de cas groupés ou d'épidémies, parce qu'on ne va pas forcément gérer toutes les alertes. Donc, on ne va pas avoir la notion qu'on a traité déjà 2 cas de Covid dans un service. Donc, c'est vrai que le logiciel nous permet de centraliser ces alertes et de nous créer des alertes épidémies pour ne pas passer à côté de certaines choses. Ça, c'est pour la vision d'un dossier patient. Donc, chaque patient qui est dans l'hôpital va avoir un dossier l'UMED, enfin Zing, et ces données vont être piochées dans le logiciel d'entrée, dans le logiciel microbiologie, pour avoir les informations. Donc là, on a l'identité du patient, où il est hospitalisé, depuis quand. Là, on va avoir s'il a une alerte. Donc là, on voit qu'il a une alerte SARM. Si une enquête est en cours et son état d'avancement. Donc, ça permet de voir qui s'en occupe et où ça en est. Là, vous avez le résumé de ses états infectieux, donc tous les prélèvements qu'il a eu positifs. Et là, les tests de dépistage qui sont associés. Et puis ensuite, de façon visuelle, vous avez son parcours à l'hôpital avec ses différents
unités de soins et les numéros de chambre qui y sont associés, des précautions si elles ont été mises en place. Alors, on n'a pas encore la liaison avec DXCare pour la prescription des précautions, puisqu'on souhaiterait que ces précautions-là, lorsqu'elles sont prescrites dans le logiciel informatisé, elles puissent être automatiquement mises en place dans Zinc pour pouvoir avoir des alertes en disant bah, là, il nous manque des précautions. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on le rajoute à la main. Et là, ensuite, vous avez tous les états suspects, infectés, colonisés que vous allez mettre en place chez votre patient, en fonction soit des prélèvements positifs ou négatifs que vous recevez, soit en fonction des informations aussi qu'on a pu vous donner, par exemple en disant que ce patient, il revient d'un pays étranger, et donc du coup, nous, on a mis en place des états suspectés en attendant que les prélèvements soient faits pour qu'on soit alerté en cas de test positif ou négatif. Donc là, c'est les tests positifs et négatifs. Donc, ils se présentent en petit plus et en petit moins, donc rouge et vert, pour aussi tout de suite voir, pour que ce soit très visuel et qu'on n'ait pas à chercher l'information. Vous pouvez vous mettre des notes qui apparaissent, qui permet, quand vous êtes plusieurs à traiter un dossier, d'aller voir ce que votre collègue a fait voilà, pour pouvoir du coup savoir ce qui a déjà été dit sur ce patient-là. Ce qui est important avec le logiciel Zinc et qui est important à bien comprendre, c'est que le logiciel et les alertes sont basées sur les états infectieux qu'on va renseigner dans le dossier du patient. Et à partir de ces états infectieux, vous allez avoir d'autres alertes qui vont pouvoir être déclenchées. Donc, c'est important, effectivement, de bien connaître le fonctionnement du logiciel qu'on utilise pour vraiment l'utiliser dans la totalité de ce qu'il propose comme fonctionnalité. Parce que si on ne connaît pas comment il fonctionne, il y a certaines alertes qui ne pourront jamais en fait se mettre en place. Donc nous, il est vraiment basé sur un état infectieux. Donc on va renseigner. Alors ils peuvent se mettre de façon automatique dès qu'on a un prélèvement positif qui arrive, mais on peut aussi les rajouter à la main si on a d'autres informations qui nous parviennent. Et au moment donné, quand vous allez renseigner cet état-là, donc en disant, voilà, mon patient, je sais qu'il est colonisé, par exemple, à Sarm, s'il revient dans 2 mois, vous aurez une alerte. Attention, réadmission d'un patient colonisé à Sarm. Si le logiciel, si vous ne mettez pas bien à jour cet état infectieux, voilà, cette alerte-là, vous allez pouvoir passer à côté. Les logiciels vont pouvoir faire beaucoup de choses, mais il faut qu'ils en aient la connaissance à la base. Donc, sur certaines connaissances, c'est à nous de les apporter. La gestion des BHRE, nous aussi, on a beaucoup travaillé avec le logiciel Lumed pour que ce soit le plus optimal possible et que ça nous prenne le moins de temps possible. Donc, on a vraiment travaillé sur la gestion des contacts, EPC, CEORIS, ERV, pour que ça nous prenne le moins de temps possible. Donc sur la gauche, vous avez un patient qui est étiqueté donc colonisé patient EPC. Donc visuellement, on le voit très rapidement. Donc si on va sur sa fiche, on peut tout de suite répondre que oui, il est colonisé par une EPC. Et de l'autre côté, vous avez les patients en contact EPC. Et donc, on voit bien en fait le trajet. Donc, en bleu, c'est lorsque le patient est pris en charge en même temps qu'un patient positif. Et ensuite, il passe en rouge lorsqu'il n'est plus en contact avec le patient positif. Donc, il est vraiment en post-comptage et c'est là où il va falloir avoir nos prélèvements post-comptage. Ce passage-là, cette conversion des états infectieux se fait de façon automatique. On l'a travaillé avec ce logiciel-là pour qu'on n'ait pas ça à faire à la main. On a également travaillé avec eux sur les différents niveaux de risque, donc faible, intermédiaire et élevé, pour coller aux recommandations et savoir le nombre de prélèvements qu'il faut réaliser pour du coup négativer le patient. Donc là, quand vous voyez les petits virus, là, il nous faut donc 3 prélèvements à une semaine d'intervalle. Et donc, c'est calibré dans le logiciel. Donc, si le patient a bien ces 3 à une semaine d'intervalle, son état va s'arrêter et il ne sera plus considéré comme exposé enfin, en tout cas, considéré comme patient en contact PC. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec eux, que ce soit le plus automatisé possible.
quelque chose aussi qui a révolutionné notre quotidien, c'est la partie cohabitation. Nous aussi, on avait beaucoup de mal à établir nos listes de patients. On mettait énormément de temps, on devait recouper tellement d'informations sur tellement de logiciels et pour qu'au final, on n'était même pas sûr d'avoir une liste exhaustive et complète. Donc, on a beaucoup travaillé ce module-là sur la cohabitation pour que, en un clic, très rapidement, on ait la liste et c'est le cas. Avec d'ailleurs comme point de départ soit donc le patient qui est positif et on va essayer donc on va pouvoir trouver les cohabitations par chambre, donc uniquement les chambres par lesquelles il est passé, par unité, donc là vraiment par l'unité fonctionnelle, donc avec toutes les chambres et donc tous les patients en contact. Et puis on leur a aussi nous demandé de nous créer un filtre par unité double parce qu'on a beaucoup d'unités qui sont couplées parce que le soir ou la nuit, il n'y a qu'une aide-soignante qui fait les 2 secteurs, etc. Donc, il a fallu que très rapidement, on puisse aussi avoir les contacts de cette 2e unité. Donc, très rapidement, on peut le faire puisqu'on a fait des unités doubles pour ça. Également, on a une cohabitation où le point de départ peut être la chambre. Si vous avez une alerte environnementale sur une chambre, et ben, très rapidement, avec le numéro de chambre dans tel service, sur une durée que vous allez déterminer sur 2 mois, 3 mois, vous allez avoir la liste de tous les patients qui ont passé dans cette chambre-là. Et nous, c'était quelque chose aussi de très difficile à avoir avant ce logiciel-là. Ces listes-là, ensuite, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut, de façon automatisée et en un seul clic, ajouter à tous les patients qu'on a définis comme patients contact un statut patient exposé et on ne le fait pas un par un sur chaque dossier, on le fait une fois et ça implémente tous les dossiers que l'on a sélectionnés pour dire qu'ils étaient patients contact. Donc ça aussi, ça nous a vraiment gagné du temps. Ces listes-là sont totalement, on peut faire des extractions dans un fichier Excel où on peut également, nous on a demandé d'autres informations dans ce fichier Excel comme par exemple les adresses des patients, puisqu'après on fait des publi-postages pour pouvoir envoyer des courriers aux patients. Donc là aussi, ça nous permet de gagner du temps. Et à terme, on souhaiterait que le logiciel soit capable de nous générer un courrier automatiquement par le logiciel. Autre chose qu'on a mis en place avec l'UMED qui n'était pas à l'origine dans le logiciel Zing, c'est ce qu'on appelle nous le visualisateur public. C'est qu'on donne la possibilité aux soignants d'avoir accès au logiciel. Alors pas tout, mais juste une partie, juste au visualisateur public. Et on leur a ouvert en fait des informations, notamment concernant les BHRE, donc EPC, ERV et même CORIS. Quand un patient est admis, ils vont rentrer donc soit le nom du patient, soit son code, et ils vont avoir les informations uniquement sur le statut EPC, ERV ou CORIS. Donc soit il n'en a pas et il n'y aura pas d'information, soit il est soit positif et donc on a une vignette qui apparaît et on leur a donné également les premières mesures à mettre en place tout de suite, notamment si c'est le week-end, la nuit, etc., ce qui nous permet de gagner du temps sur la prise en charge du patient. Et également, côté patient contact, on leur donne le nombre de dépistages à faire et si des dépistages ont déjà été réalisés, on leur donne les dates pour pouvoir faire les dépistages qui restent. La dernière partie, donc, c'est les rapports épidémiologiques. Donc, on a plusieurs rapports qu'on peut faire, soit basés sur la microbiologie. Donc, on peut extraire les données de microbiologie, donc tous les prélèvements positifs à tel germe, sur tel espace-temps. Ça, c'est possible pour pouvoir faire ensuite effectivement des rapports épidémiologiques. Tous les rapports basés sur tout ce qu'on va remplir, parce qu'effectivement, ces logiciels-là,
nous permettent de collecter énormément de données et nous permettent du coup après de pouvoir traiter ces données. Et donc, on peut extraire ces données donc basées sur les enquêtes, les investigations cliniques. Par contre, effectivement, il faut que le remplissage il soit optimal et surtout, il faut qu'il soit uniformisé pour pouvoir effectivement extraire des données et de les pouvoir les interpréter. On a également mis en place les surveillances nationales ou régionales auxquelles on participe. Notamment la surveillance NEO4 pour inclure les bébés dans la surveillance. Du coup, on a créé, Emma, un gabarit Excel personnalisé où chaque semaine, on peut envoyer au service de néonat la liste des bébés qui rentrent dans la définition de la surveillance NEO4. On a également beaucoup travaillé sur la surveillance virologique hebdomadaire. Donc, on doit envoyer chaque semaine les données virologiques à Santé publique France sur nos virus respiratoires. Et ça nous prenait énormément de temps parce qu'on faisait une extraction par Glimpse et puis ensuite, on prenait le fichier Excel et puis on comptait à la main en faisant des filtres, etc. Donc, ça nous prenait énormément de temps. Donc là, on leur a demandé effectivement qu'en un clic, en mettant juste les dates sur lequel on veut une extraction, et on ait les données, comme vous voyez à l'écran, ces données-là, voilà, ça nous évite de les compter à la main, ils nous les donnent automatiquement et ça, c'est vraiment appréciable. On a également demandé des extractions spécifiques et un rapport spécifique sur les BHRE, parce que quand on est en épidémie, on a toujours la demande, vous êtes à combien de patients positifs, combien de patients contacts, combien sont négativés, combien ont eu un dépistage, 2, 3, etc. Donc là, on est en train de travailler, il vient d'être mis en ligne, donc il faut qu'on y travaille encore parce qu'il n'est pas encore parfait, mais ça nous permet d'avoir une vision assez rapide de savoir combien j'ai de patients contacts, combien ont été négativés, etc. Ça nous permet de faire un certain nombre de rapports épidémiologiques. Donc les avantages ont été multiples pour nous. On a vraiment gagné en exhaustivité parce notamment sur le côté virologie, où on n'avait aucune donnée et on était très passif sur ce qui se passait sur l'hôpital. Le gain en réactivité, parce que dès que c'est validé au niveau de la biologie, on est au courant. Il faut même quelque part des fois se freiner dans la gestion des alertes parce qu'on est tellement très réactif que des fois on est peut-être trop vis-à-vis des services de soins. Donc il faut trouver une organisation permettant un équilibre à chacun. On a une vraie vision globale sur la gestion du risque de l'établissement et ça c'est vraiment un plus sur cette gestion-là. Pour nous, ça a été une intégration facile du logiciel, bien qu'au début, j'avais beaucoup de personnes réticentes de devoir utiliser un énième logiciel, que ça peut être long à la mise en place, etc. Et finalement, ça s'est vraiment intégré de façon facile. On a trouvé assez facilement notre organisation parce que c'est vrai qu'il faut réorganiser la façon dont on travaille. C'est plus du tout pas, enfin en tout cas, c'est plus pareil. Et puis, on a gagné du temps, ça c'est sûr, ce qui nous permet d'être beaucoup plus présents sur le terrain, d'être au contact des soignants sur la prévention. On a quelques améliorations aussi. Effectivement, on va travailler sur les surveillances nationales parce que je pense que chacun, c'est un objectif aussi de pouvoir nous dégager du temps de ces surveillances qui sont très intéressantes mais qui nous prennent énormément de temps. Et puis également d'autres fonctionnalités, comme je vous ai dit, de générer des rapports qui sont envoyés automatiquement aux autorités sanitaires ou les courriers également générés de façon automatique. Et puis aller un peu plus dans la gestion des épidémies avec un synoptique spatio-temporel, on est en train d'y travailler. Donc, en conclusion, effectivement, pour utiliser de façon optimale son logiciel, il faut une réelle collaboration avec les équipes du logiciel. Donc, nous, ça a été l'UMED, des équipes du laboratoire de microbiologie, parce qu'on part les alertes sont basées sur la microbio, donc il faut les inclure dans cette mise en place. Les services informatiques, bien évidemment, puisque c'est les connectiques qui sont très importantes. Voilà, le logiciel peut faire beaucoup de choses.
chose, mais il faut qu'ils aient faut avoir les informations pour pouvoir faire les alertes. Et bien sûr, l'équipe opérationnelle d'hygiène. Ce qui est important aussi, c'est de désigner ce on a appelé le super utilisateur. C'est une personne de l'équipe qui va aller un petit peu plus loin et qui va aller un petit peu plus comprendre le fonctionnement vraiment du logiciel pour pouvoir déjà aider ses collègues dans son utilisation et puis pouvoir adapter les alertes au fonctionnement de l'équipe. Voilà, en tout cas, nous, c'est totalement intégré dans notre fonctionnement. Clairement, on ne pourrait pas revenir en arrière. Je pense qu'on ne saurait même plus retravailler comme sans. Donc voilà, c'est vraiment un gain et on veut encore continuer à développer ce logiciel pour encore nous faciliter notre travail. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. On va tout de suite passer donc à la présentation suivante avec le docteur Margot Fèvre, donc, qui est en mise en place du logiciel Infectio de Big 4 Lab au CHU de Caen. Bonjour à tous, vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est bon, Margot, merci. Ok, ça marche. Du coup, moi, je vais vous parler donc du logiciel e-Infectio et je suis PH hygiéniste au CHU de Caen. Je voulais juste redire au tout début que, évidemment, j'ai aucun conflit d'intérêt avec la société qui commercialise le logiciel, hein, qui est Big 4 Lab. Par contre, ils m'ont fourni quelques diapos, surtout des captures d'écran pour éviter d'avoir à anonymiser toutes mes données. Donc, je les en remercie et donc elles seront indiquées hein, par une petite étiquette. Ah, un petit bug. Donc, l'intérêt d'un logiciel de prévention du risque infectieux dans la gestion quotidienne, je pense que vous l'avez compris à travers les nombreuses présentations. On est tous pareils, on a tout le temps des requêtes à faire, c'est très chronophage, elles sont manuelles. On dépend souvent du service informatique ou de notre système. Donc, l'objectif, c'est de centraliser, automatiser, personnaliser nos alertes pour augmenter notre productivité telle que vont montrer Julie et Nathalie. Le contexte, nous, d'acquisition du logiciel au CHU de Caen, c'est que notre CHU est en reconstruction et donc, notamment pour la biologie, il y avait une réorganisation en institut et en plateforme et il fallait acquérir un nouveau logiciel pour la biologie. Et en fait, on a fait un peu d'une pierre deux coups puisqu'on a également pu acquérir e-Infectio et donc ces deux logiciels, un IA et un Infectio, sont commercialisés par Big 4 Lab. Et le public cible de e-Infectio, c'est surtout microbiologistes et hygiénistes, et un petit peu infectiologues, mais nous, c'est pas le cas au CHU. Pareil, vous l'avez vu sur les différentes présentations, mais c'est un projet sur le long terme. Nous, pour vous faire un petit peu notre timeline, c'est que en avril 2022, on a eu la première présentation du logiciel par le développeur. Mars et mai 2023, c'est la sortie officielle et on a directement pu l'installer chez nous. Mai 2024, c'est notre première utilisation du logiciel et juillet 2024, nos débuts de test. Donc pareil, vous allez le comprendre, mais on est quand même un petit peu moins avancé que les autres hein, sur notre installation. Donc on est plutôt au début et au début de la réflexion. Sur les étapes de déploiement d'un logiciel, vu que nous, on est un peu plus sur ce côté-là, je voulais en reparler. Donc, il y a d'abord l'analyse des besoins avec l'informatique et le développeur du logiciel. Ensuite, il va falloir l'installer. Pareil, là, c'est pas trop entre nos mains et donc ça prend le temps que ça prend. Ensuite, le personnaliser, le configurer. Donc, c'est là qu'on va rentrer en jeu. L'exploiter, tester le logiciel par rapport à son fonctionnement et surtout corriger hein, tous les problèmes qu'on peut rencontrer à ce moment-là. Et nous, en fait, globalement, vous voyez qu'on est à ces étapes d'intégration avec notre organisation. Et ensuite, il va falloir former les utilisateurs et puis le mettre en service, qui sont nos objectifs pour 2025. Et former les utilisateurs et la mise en service, ça va être aussi une grande phase d'installation, enfin de déploiement du logiciel.
Donc, je passe aux choses sérieuses. Comment ça se passe si infection en pratique? Et vous allez voir, ça va se jouer dans les détails parce que globalement, tous les logiciels métiers font un peu les mêmes choses. Je voulais redire quand même que c'était une connexion depuis une page internet. Donc, en fait, on se connecte depuis n'importe où. Tant qu'on a une connexion, c'est des identifiants bien sûr personnels et donc on n'a pas besoin de licence par PC. Ce qui nous a pu être le cas hein, pour par exemple nos logiciels de labo, etc. Donc ce qui limite fortement le nombre d'utilisateurs, ce qui n'est pas le cas ici. C'est pareil, hein, il y a un tableau de bord. Nous, sur un e-infectieux, il est comme ça. Donc il est totalement personnalisable, je pense, comme pour les autres logiciels. Vous le configurez comme vous voulez. Donc, nous, on a nos événements de la semaine. C'est pareil, c'est vous qui créez vos propres événements, hein, comme vous le souhaitez. On a aussi nos infections associées aux soins qui s'affichent. Et donc, on peut avoir un accès direct à nos alertes et à nos événements. Donc, par exemple, en cliquant sur BLSE, je vais avoir tout mon listing de patients qui sont concernés. Et il y a une connexion, hein, pareil, directe avec le logiciel de laboratoire. Et les résultats s'affichent donc comme ça. Donc, on arrive tout de suite sur le prélèvement qui nous intéresse, chose qui n'était pas du tout le cas pour nous avant, où on devait chercher dans tous nos logiciels laboratoire quel était le prélèvement positif à la bactérie qu'on voulait. Donc, plutôt fastidieux. Donc là, on arrive tout de suite dessus. En fonction de ce qu'on paramètre, vous voyez qu'on peut avoir des repérages facilités avec des petits pictogrammes. Voilà. Et surtout, hein, donc ces pictogrammes, ils sont paramétrés comme ça. Et vous pouvez ensuite filtrer. Là, je veux que mes prélèvements BLSE pour ce patient. Et donc, avoir une vision assez rapide de l'état infectieux du patient. Pareil, on est connecté au dossier patient sur les mouvements, donc les entrées, les sorties, les localisations. Le dossier patient, il se présente comme ça. Je l'ai mis parce qu'il y a pas mal de filtres avancés qui permettent de faire des trucs un peu sympas. On peut sélectionner par service, par unité de soins, selon tel ou tel type de prélèvement ou tel micro-organisme détecté. Donc, par exemple, hein, dans le cadre, je pense qu'on a tous pris cet exemple, mais d'une investigation BHRE, on peut filtrer tous les patients du service qui ont eu un dépistage selon le type d'analyse qu'on a demandé en quelques clics. Mais bien sûr, ça fait plein d'autres choses aussi. Mouvement patient, c'est assez classique. On a la localisation exacte des patients par ligne, on sait où ils sont en temps réel, hein, comme les autres logiciels. Je passe plus vite. Ensuite, on a un onglet aussi suivi des infections associées aux soins. C'est vous qui allez paramétrer ce que vous voulez comme suspicion d'infection associée aux soins. Et donc, j'ai anonymisé, mais vous avez tous vos prélèvements. Vous complétez vos types d'infections. Pareil, ça, c'est tout vous qui paramétrez comme vous voulez ce que vous voulez faire comme type d'infection. Si vous confirmez ou pas le statut. Et puis, la qualification de l'infection, c'est totalement personnalisable aussi. Donc, nous, on a mis, par exemple, ça, mais c'est vous qui choisissez. Et ensuite, on peut associer à une ligne un patient, un peu comme les autres, une fiche patient, en cliquant ici, une fiche questionnaire. Et donc, pareil, pour les surveillances SPIADI, ISO, les enquêtes nationales de prévalence, on paramètre nous-mêmes notre questionnaire, notre fiche de suivi, on met exactement ce qu'on veut dedans, et puis après, on le remplit directement sur l'application. Et on l'exporte, etc. Donc, ça génère aussi des publications. Les publications, on a 3 types. Épidémiaux qui vont être un peu sous cette forme avec en fait un rapport un peu PDF. Il y a des feuilles de ronde et des fiches de travail. Bon, c'est les appellations dans l'application, mais globalement, fiche de travail, ça va être un vrai format Excel avec ce que vous voulez comme ligne et comme paramètres et comme type d'infection. Et donc, évidemment, c'est pareil, vous pouvez faire des rapports, vous pouvez créer vous-même vos alertes, toutes les paramétrer, recevoir directement sur votre boîte mail, choisir tous les destinataires que vous voulez sur les alertes, période, détection. Vous pouvez faire un petit mail sympa aux utilisateurs en fonction de ce que vous voulez paramétrer et tout automatiser, bien sûr. Je vous ai mis l'onglet paramétrage parce que je trouve qu'avec e-infectieux, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut vraiment paramétrer ce qu'on veut, comme on veut. On a la main sur tous les paramétrages et on personnalise absolument tout. Donc,
il y a plusieurs types de paramètres qu'on peut moduler. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est créer vous-même vos services, vos groupes de services, vos secteurs. Et cette partie paramétrage, elle est particulièrement importante pour ensuite, quand vous allez créer vos rapports, créer vos alertes, c'est là-dessus qu'il va se baser un logiciel. Donc, il faut que ce soit bien rangé et bien paramétré comme vous l'avez décidé. Donc, pareil, vous définissez vous-même ce que vous entendez par un événement associé aux soins, un type d'infection sur vos publications, etc. Et là, je vous ai juste montré, par exemple, comment on pouvait paramétrer dans e-infectio une règle d'expertise. Donc, une règle d'expertise, c'est ce qui va nous faire notre alerte sur le logiciel, et ce qui va, par exemple, là, c'est un exemple de BMR, mais on dit ce qu'on veut qu'il détecte comme BMR SARM. C'est nous qui ajoutons ces paramètres et on dit ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, nous, par exemple, les actions, c'est nous créer une alerte et puis nous créer un petit pictogramme. Donc, comme on l'a dit sur les autres logiciels, on personnalise et on a un délai d'alerte qui est réduit parce que en fait, c'est nous qui les créons, donc on ne dépend plus de personne pour avoir nos alertes. Et truc sympa sur les paramétrages, c'est qu'on peut directement sur le petit onglet là au-dessus test, tester directement notre règle d'expertise sur un vrai prélèvement et on sait tout de suite si ça marche ou pas. Voilà, le paramétrage qui peut être parfois un petit peu fastidieux et je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui est microbio plus hygiène. Donc là, on appelle nos amis les microbiologistes pour qu'ils rangent tout bien dans les groupes de micro-organismes, etc. Mais c'est vrai que ça peut être la partie un petit peu fastidieuse parfois. Et c'est important parce que, comme on vous l'expliquait, si c'est mal paramétré, ensuite, ça peut avoir un impact sur vos alertes. Et donc ça, le logiciel vous le dit, vous n'avez pas besoin de rechercher, vous savez les codes qui vous restent à traiter pour être sûr que vos alertes, elles fonctionnent. Ensuite, on a un onglet traça. Vous pouvez voir qui a fait quoi, à quel moment, n'importe quand dans le logiciel, de façon nominative, de façon assez classique. Ensuite, il y a également un module stat qui vient de sortir là depuis un mois. Donc, nous, on ne l'a pas encore testé en pratique. Il vient d'être installé chez nous. Mais ça fait des stats de façon en fait très simple. On n'a pas besoin de savoir faire des stats pour faire des stats sur le logiciel. N'importe qui peut les faire. Là, c'est un exemple avec on veut tous les prélèvements d'expecto positifs à un micro-organisme. Bim, on clique, 2-3 clics, on choisit notre période et puis on a des stats qui s'affichent et on peut choisir là de façon indéfinie si on veut une liste, si on veut avoir un tableau à double colonne, à double critère, tout est complètement personnalisable sur les stats. Et voilà, c'est pareil que les autres, ça vous affiche soit en format tableau, soit en format histogramme, soit en format camembert, très rapidement une vision de ce que vous avez à l'instant T. Sur l'année, donc pour faire vos bilans, pour faire tout ça, c'est hyper rapide. Et même quand vous êtes parfois en réunion et qu'il vous manque une info comme ça, en 2 clics, vous ressortez l'info que vous voulez. Et bien sûr, le module hygiène, tout fait de l'hygiène, mais le module un peu contact, suivi des précautions et tout, qui n'est pas encore sorti, qui sort fin 2024, donc évidemment, on n'a pas testé en pratique, donc je vous le présente quand même, mais c'est pareil que les autres, c'est-à-dire que quand on a un patient avec un événement, on peut détecter son mouvement, on peut en un clic, comme tous les autres, nous avant c'était très fastidieux, il fallait tout faire à la main. Là, sur un patient, on clique, on a tous les contacts. Pareil, c'est des contacts qu'on choisit, donc soit par unité de soins, soit par chambre, selon la période qu'on choisit. Et puis on peut ajouter donc des règles à ces cas contacts. Donc voilà pour la présentation du logiciel. Comme je vous l'ai dit, ça se joue sur des détails après par rapport aux 2 autres logiciels qu'on vous a présentés. J'ai remis pareil les considérations à prendre en compte. Choix crucial du développeur, s'assurer qu'on a un SAV après la vente parce que vous allez vous retrouver face à des bugs. Donc il faut qu'on puisse les débloquer. Faut anticiper quand même l'impact sur l'activité du service. C'est super d'avoir un logiciel métier, mais forcément ça prend du temps. On vous l'a tous dit, qu'on est plus ou moins depuis 2, 3, 4 ans à paramétrer nos logiciels et à améliorer au quotidien leur utilisation. Donc c'est du temps investi pour bien sûr en gagner par la suite. Mais c'est un vrai projet de service. Comme disait Julie, il y a des super utilisateurs qui doivent être un peu experts du logiciel dans l'équipe
pour débloquer un peu tous les autres. Donc c'est du temps de déploiement, du temps de réflexion, en fait, ça, on ne le dit pas forcément, mais autour de, vu que tout est personnalisable, autour de ce que vous voulez créer comme alerte, comment est-ce que vous avez réfléchi à cette alerte-là, comment vous allez pouvoir la mettre en pratique. Le paramétrage, alors, bon, j'ai mis être un peu geek, mais en fait, c'est quand même assez intuitif et assez simple, mais faut manipuler du logiciel, quoi. Donc c'est dans ce sens-là. Et ensuite, nous, je vous l'ai dit, on est toujours quand même pas en utilisation totale de ce logiciel en pratique. On est toujours dans nos phases tests et dans nos phases de déploiement. Donc là, on est en train de doubler toute notre activité sur une période assez longue pour être sûr que notre logiciel il fonctionne comme on l'entend. Donc on double nos requêtes et on s'assure que ça colle et on double un peu tout ce qu'on fait. Donc c'est aussi du temps investi. Et après, formation, adoption de l'équipe, hein, on est les premiers à savoir que parfois changer les habitudes, c'est pas facile. Donc après, il va falloir former tous les utilisateurs et on l'a pas encore fait. Donc je dirais qu'il faut voir le bénéfice du temps investi selon votre taille d'établissement, le nombre de signalements que vous avez, parce que si vous avez 3 signalements par semaine, je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant. La taille de votre équipe, il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent utiliser le logiciel et s'y intéresser. Vous l'avez vu, ça dépend énormément quand même du logiciel patient que vous avez de base, parce que certains logiciels patients permettent de faire déjà pas mal de trucs. Nous, on part comme Nathalie Habibé de Crossway, donc clairement, ce logiciel, il nous permettait de rien faire. Donc, on a eu un vrai gain, mais du coup, il faut s'intéresser aussi par rapport à ce que vous pouvez déjà faire sur votre logiciel. Et puis, je vais conclure très rapidement parce que tout a été dit, mais bien sûr, c'est un apport hyper important pour notre service et pour les équipes d'hygiène dans toutes les tâches et nos missions au quotidien, surveiller les infections, traiter nos signalements de façon beaucoup plus rapide, l'utiliser dans la formation, l'utiliser dans la gestion d'antibiorésistance puisque c'est aussi un logiciel microbio. Je l'ai beaucoup moins montré, mais en fait, les microbiologistes peuvent complètement s'accaparer le logiciel. Et d'ailleurs, il est vendu sur pas mal de labos privés. Et ensuite, tout centraliser, personnaliser tout, renforcer vos liens avec les services puisque vous leur envoyez des rapports automatiques. Et puis, le lien aussi avec le DIM puisque qui dit meilleures alertes dit potentiellement lever un petit peu des erreurs parfois de codage ou des codages qui passent à la trappe. Donc, ça peut être aussi un moyen financier peut-être d'acquérir ce logiciel. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Merci beaucoup Margot. Et ça nous rassure aussi un petit peu parce que tu es loin d'avoir la tête du bonhomme de ta diapo précédente avec les yeux tout rouges. Non, ça, vous voyez, c'est pas si compliqué. Je vais du coup réinviter les participants à remettre leur webcam et leur son. Et puis on va démarrer donc, les questions pour ce webinaire. Donc on vient de le voir, du coup Margot, tu l'as dit, le paramétrage est réalisable directement par l'EPRI en autonomie quasi complète, on va dire, après un gros coup de main certainement des microbiologistes. En termes de paramétrage pour les autres logiciels, est-ce que c'est vous également qui avez réalisé ça directement ou est-ce que ça a été un peu plus compliqué? Alors, pour nous, il y a toutes les connexions, donc ça a été complètement transparent. Nous, on n'est pas du tout intervenu, donc j'arrive même pas à imaginer la quantité de travail que ça peut représenter pour connecter les logiciels, puisque c'est vraiment eux qui ont tout fait. Mais ça, je pense qu'il y a un gros travail derrière. Et après, dans le paramétrage, donc ils nous ont paramétré un certain nombre d'alertes. Et après, effectivement, on peut se reparamétrer des alertes comme on veut. Alors, il faut bien connaître le fonctionnement, c'est pas forcément évident, mais on peut se reparamétrer des alertes. Et on a, comme Margot a montré, si on veut se rajouter une unité, si on veut se rajouter un symptôme, un type d'infection, effectivement, on peut aller dans les dictionnaires et agrémenter notre paramétrage un peu comme on veut. Pour moi, la petite subtilité, c'est que nous, on était en projet de recherche avec eux pendant 2 ans. Donc, du coup, on était avec eux pour
pour développer d'autres fonctionnalités du logiciel Zinc. Donc ça nous a pris effectivement beaucoup de temps, mais c'est très enrichissant de pouvoir travailler sur ce côté-là. Après, à l'installation, ils ont déjà un certain nombre d'alertes déjà toutes configurées. Comme on a dit, c'est à l'établissement de faire son cahier des charges et déjà de réfléchir en amont en fait à ce qu'ils souhaitent comme alerte. Mais après, si d'autres alertes viennent se rajouter, il n'y a pas de souci pour le faire, mais avec eux. En tout cas, nous, on ne configure pas, c'est eux qui le font, mais ils sont très réactifs pour pouvoir le faire. Ok. Et en termes de difficultés, on va dire, de mise en place, est-ce qu'il y a vraiment une étape particulière qui vous a un peu marqué en termes de blocage pour avancer dans la mise en place des différents logiciels, ou est-ce que c'était globalement bien accompagné avec tous les fournisseurs que vous avez eus? Nous, ça s'est très bien passé avec le fournisseur. Ils étaient très présents. Après, il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table. Et ça, c'est très important. En tout cas, nous, tout le monde ne l'était pas au départ et ça a été des points de blocage sur la biologie, par exemple, sur l'informatique. Il faut vraiment qu'en amont, même d'acquérir un logiciel, il faut vraiment que toutes les parties prenantes soient au clair sur ce projet et soient partants et vous libèrent du temps. Parce qu'il faudra un informaticien pour faire les connexions, etc. Donc, si eux, ils n'avaient pas du tout cette notion-là, le moment où il va falloir le faire, peut-être qu'il y aura des blocages. Donc, en tout cas, il faut vraiment que tout le monde soit autour de la table et participe au projet, quoi. Nous, surtout le moment, enfin la difficulté, c'était surtout en amont pour avoir le go du financement et que tout le monde soit OK. Voilà, on achète ce logiciel-là. Après, effectivement, on s'est mis autour de la table avec la DSI. Et là, il n'y a plus de frein, en fait. Le seul frein qu'il y a encore aujourd'hui, c'est nous, où finalement, on n'a pas assez de temps à se dégager pour pouvoir continuer à aller plus loin. Parce que côté DSI, on n'a pas eu de frein. Côté fournisseur, ils sont hyper réactifs. Moi, j'appréhendais l'installation en me disant, oh là là, mais comment on va faire? Ils vont nous demander tout le temps des trucs, ça va être très... Et en fait, non. Ça s'est fait, ça a été hyper fluide. Donc, c'est vraiment, par contre, la bataille avant pour avoir le go. Moi, Vas-y. pas de pareil, hein, un accompagnant du développeur. On n'a rien fait hein, nous non plus sur tout ce qui est connexion mouvement patient. Enfin, tout ça, ça a été hyper transparent. On n'a pas du tout ressenti l'impact. Après, je vous l'ai dit, là, on est encore en phase de déblocage des bugs et tout. Donc, bon, bah là, on est en plein dedans et du coup, on dépend quand même de leur retour pour pouvoir nous continuer d'avancer. Mais je sais pas d'ailleurs si vous aviez fait comme nous, si vous aviez doublé vos alertes, ou enfin comment vous êtes assuré que finalement le logiciel il faisait les alertes que vous vouliez, quoi. On continuait de la même manière. On a doublé quand on l'a lancé. On n'a pas arrêté de faire ce qu'on faisait avant, hein. On a eu un temps où on gardait la même les deux techniques pour être sûr d'avoir ces alertes-là. Et là, c'est une période la plus longue finalement. Ah bah oui, parce que du coup ça surcharge forcément les équipes pendant un temps, ouais, d'être sûr que ce soit tout bien configuré. Après, c'est vrai que nous, on l'a fait très pas à pas, en fait, parce que voilà, on savait pas trop où on allait. Du coup, on a continué à faire la double gestion, mais on a commencé par l'alerte clustery. Donc, on a commencé à surveiller nos Clostridium parce qu'on s'est dit ça va, c'est pas, il n'y en a pas non plus des tonnes, c'est gérable. Et puis, petit à petit, on a rajouté les alertes au fur et à mesure, en fait, une fois que ça marchait bien, qu'on vérifiait bien, voilà, on a fonctionné comme ça, pour que ça soit moins lourd d'un coup, en fait. Et du coup, avec donc la plasticité que permettent les différents logiciels, est-ce que en termes de prix, il y a donc un supplément entre guillemets à chaque paramétrage, fonctionnalité supplémentaire, ou est-ce qu'on est dans un package tout compris par rapport aux fonctionnalités?
Nous, sur les infectios, on l'a dit, sur le paramétrage, on est complètement autonome, donc on fait ce qu'on veut quand on veut, on n'en a personne, et puis on teste nous-mêmes. Donc je trouve que c'est pas mal parce que ça déploie vraiment les possibilités, parce que des fois c'est aussi en manipulant qu'on se rend compte qu'on peut faire d'autres choses. Et donc ça, c'est complètement gratuit. Et après, bah oui, sur les différents modules d'hygiène, différents modules stats et tout, là, je pense que c'est un financement supplémentaire, mais je n'en suis pas sûre. Peut-être que c'était intégré de base. Alors, nous, il y a il y a une licence annuelle qui est payante avec la maintenance, hein, justement, pour avoir ces échanges réguliers avec eux, pour nous débloquer ou des choses comme ça. Donc, les connexions, à chaque nouvelle connexion avec un logiciel, là, il faut sortir des sous. Alors, souvent, côté logiciel PRI et aussi côté l'autre. L'autre fournisseur de logiciels qui veut se faire payer aussi pour se connecter au logiciel PRI. Après, là, je sais que pour le module de gestion d'une épidémie, alors nous, c'est un peu particulier parce que comme on est leur premier client, je sais que le module gestion des épidémies, c'était un coût supplémentaire que nous, on a eu gratuitement, mais parce que depuis le départ, en fait, on participe à leur… Alors, on n'a pas de rémunération pour ça, mais c'est vrai qu'on participe au développement de leur outil et après, ça va les aider à faire des arguments aussi pour le vendre à d'autres. Donc, il y a cette espèce d'échange entre nous et le module gestion d'une épidémie, on l'a eu gratuit. Et après, par contre, les évolutions de paramétrage, donc on peut faire des demandes si on a… Alors, il y a le petit paramétrage quotidien sur lequel on peut jouer nous-mêmes, mais s'il y a des évolutions plus importantes, eux, ils l'intègrent aussi parce qu'ils sont comme ça, en fait, les concepteurs de logiciels, et ils font pas un outil statique. Donc, ils veulent le faire évoluer en permanence. Donc, et ça, on n'a jamais payé pour se rajouter. Je ne sais plus ce qui a évolué, mais il y a des petites choses qui évoluent à chaque mise à jour. On n'a jamais rajouté d'argent par rapport à ça. Bah, de notre côté, nous, comme on était en projet de recherche, du coup, je ne pourrais pas répondre sur ce côté-là. Moi, j'avoue que ce n'est pas du tout moi qui gère ce côté-là non plus. Chacun son travail. Donc, moi, je suis plus sur le développement et, enfin, en tout cas, sur le paramétrage, l'amélioration. Mais voilà, je sais que c'est une licence aussi en nombre de lits. Il y a des fonctionnalités qui font partie de cette licence-là. Après, si on veut vraiment modifier, entre guillemets, en profondeur certaines choses, je pense que là, effectivement, il faudra sûrement revoir avec le développeur. Donc voilà. Mais je pense que c'est ça la clé. Pardon. Que nous, c'est comme Margot, c'est le même principe, c'est une application web et du coup, il n'y a pas aussi ce problème de nombre d'utilisateurs limité. Donc nous, on s'en sert pas encore pour faire interface avec d'autres utilisateurs, mais je pense que c'est un point intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui proposent ça, mais dans le choix, effectivement, ça peut être intéressant. Nous, c'est pareil. Le mode licence par poste. Nous, c'est pareil, c'est une application web. Hein. C'est pas non plus de licence aussi à avoir sur le nombre de postes. Margot, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que c'était ça. Je pense que la clé, c'est voir déjà le logiciel de base parce que c'est ça qui va définir ensuite si c'est intéressant pour vous par rapport à ce que votre logiciel permet déjà de faire, votre logiciel patient, quoi. Et je confirme sur les connexions, si vous voulez d'autres connexions avec d'autres logiciels ou même d'autres connexions dans votre logiciel, là, il faut les prévoir aussi en amont parce que ça a un coût, effectivement. Le logiciel va vouloir se faire aussi payer sur toutes les connexions qu'il va pouvoir faire avec le logiciel PRI. Et du coup, ça peut créer des surprises en cours d'utilisation du logiciel si on se rend compte qu'il nous manque une connexion qu'on n'a pas prévue. D'où l'établissement d'un cahier des charges le plus exhaustif possible au départ. Je pense que l'amont est très important. Et bon, du coup, ça rentre pas trop dans l'application pour l'UMED, mais pour les deux autres sites, évidemment, tout le monde se demande quels ont été les arguments pour obtenir donc ces différents logiciels auprès de vos établissements. Alors nous, c'était déjà lié à notre historique, alors pourtant on l'a toujours pas remis en place, hein, mais de surveillance des infections du site opératoire.
C'était vraiment une culture dans l'établissement. Les chirurgiens participaient hyper bien. On a fait ça pendant des années, en suivant toutes les chirurgies de manière exhaustive sur toute l'année. Et donc ça, quand on l'a perdu, ça a quand même soucié pas mal de personnes. Et Élodie Couvet-Dicon avait participé à un protocole de recherche sur les algorithmes par rapport aux infections du site opératoire, justement pour mieux les détecter et faciliter le travail derrière. Et on a eu un directeur de la recherche qui a été hyper à l'écoute par rapport à ça. Et bon, il y avait des reliquats d'argent qu'on a pu utiliser. Donc ça nous a beaucoup aidé. Mais après, si on n'avait pas eu ce directeur de la recherche à ce moment-là, qui a vraiment été celui qui a impulsé le projet et qui l'a fait passer sur l'eau de la pile, parce que le fait d'avoir les sous, c'est bien, mais si l'hôpital avait pu les garder pour autre chose quand même, il l'aurait fait. Donc voilà, c'est ces deux éléments. Mais on avait des sous. Bah nous, je l'ai un peu dit au début, mais c'est pareil, on a profité d'une super opportunité de changement d'un logiciel qui était aussi commercialisé par Big 4 Lab. Et en fait, bah, double gain, on a pu acquérir les deux. Et en fait, c'est plutôt les microbiologistes qui ont négocié pour nous parce que c'était eux en fait qui ont eu la première présentation du logiciel et qui ont un peu sauté sur l'occasion. Et c'est pareil qu'à Bibi et Nathalie, il y avait un reliquat au niveau de l'informatique. On a eu de la chance, c'était vers la fin de l'année la présentation. Il restait un petit peu d'argent à mettre au niveau du système informatique et comme ça on a pu l'avoir. Okay. Donc une opportunité quoi. Et puis voilà, il faut se mettre comme avec les cliniciens, la recherche. Vous voyez, le logiciel il est aussi infectieux, le logiciel il est aussi microbio, donc il faut se mettre à plusieurs pour négocier ça. Très bien. On a une question, alors un petit peu qui n'a pas forcément été abordée, peut-être la dernière du coup. Est-ce que vous avez une notion qui serait envisageable d'intégrer les fonctionnalités de suivi plutôt type environnemental, carnet sanitaire, surveillance des prélèvements microbiologiques, donc des endoscopes par exemple? Est-ce que ça c'est quelque chose qui a déjà été discuté Alors moi, j'ai pas discuté de ça avec eux. Par contre, ce que je leur ai dit de faire, et j'aimerais bien le lancer, c'est la surveillance de l'ICHA par service. Parce que je pense que le logiciel, il peut faire ça très facilement et que le jour où ils sont capables de commercialiser ça, les hygiénistes là vont être. Voilà. Donc ça, on aimerait bien le mettre en place avec eux. Mais je ne suis pas allée encore par contre sur la surveillance environnementale. Nous non plus, on n'est pas Très encore bien. allé sur ce chemin-là, mais c'est une idée qu'on peut avoir et je pense qu'il ne faut pas se mettre de limites. Il faut poser la question aux développeurs. C'est eux qui vont pouvoir vous dire si c'est possible ou pas et surtout dans quelle quelle durée, quoi. Est-ce que c'est plutôt un avenir proche ou plus lointain? Donc, je pense qu'on peut demander beaucoup de choses et voir ensuite ce qui est possible de faire. Moi, je pense. Bah pareil, nous, ça n'a pas été discuté, mais ce qui est compliqué avec l'assurance environnementale, c'est par chambre. Par exemple, si on fait un prélèvement dans une chambre, alors que le logiciel est vraiment par rapport au patient, et donc c'est dur d'associer un prélèvement à un patient, en fait, hein, c'est ça le problème. Pareil que Julie, je pense que c'est des trucs qu'il faut discuter, hein, parce que... Et d'ailleurs, nous, bah voilà, on a l'occasion d'utiliser des logiciels métiers. On a fait déjà beaucoup de réflexions en amont pour savoir comment on voulait l'utiliser, quelles réflexions fallait mettre en place sur telle ou telle alerte. Et donc, c'est l'occasion aussi qu'on partage notre expérience sur. Enfin voilà, on peut aussi partager tout ce qu'on a déjà réfléchi en amont, quoi. On a peut-être une dernière question du coup avant de laisser la parole à Astuti et à Pierre Parnex. En ce qui concerne les fonctionnalités, est-ce que vous pouvez maintenant avoir des résultats d'incidence des infections associées aux soins par pourcentage d'admission ou 1000 JH, qui sont donc les données un peu plus pertinentes? Oui, sur ce qu'on surveille, parce qu'on ne surveille pas tout, on peut avoir les données d'incidence. Donc là, jusque-là, il fallait rentrer les journées d'hospi. Et là, normalement, ils doivent nous faire une mise à jour où ils les récupèrent, ils les calculent directement à partir des mouvements patients. Donc on aura, il nous calculera
des données d'incidence par admission, par journée d'hospi. Chose qu'on surveille. Nous, côté zinc, non, mais ils le font côté antibio parce qu'ils ont le pendant sur la surveillance des antibio. Donc, après, c'est quelque chose qu'il faut discuter aussi avec eux. Je pense que c'est faisable aussi si on a toutes les données. Pareil, côté infectio, je vous l'ai dit, le logiciel STAT, il est sorti il y a même pas un mois, donc on n'a pas encore déployé ça, mais je pense que ça me paraît tout à fait faisable. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Je pense que je vais laisser la parole du coup maintenant à Stuti. Et bah, merci pour ces 3 présentations très intéressantes et ces échanges par la suite. Merci beaucoup, merci Marion aussi pour la modération et Camille qui était dans l'ombre mais qui m'ont beaucoup aidé à modérer et gérer ces webinaires. Je remercie aussi les intervenants parce que c'était vraiment très intéressant. Je pense que ça nous a mis des étoiles plein les yeux, ça nous a fait rêver. Pendant très longtemps d'ailleurs, il y avait très peu de questions. Je pense que tout le monde était bouche bée en admiration et puis ça s'est réveillé à la fin. Moi, je retiendrai juste une phrase clé qu'a dit Julie. Il ne faut pas se mettre de limites et je pense qu'il faut oser demander, oser rêver. Et je pense qu'à force d'argumenter en alliant aussi les arguments qu'on a pu présenter au Diginaire numéro 1 sur la valorisation de nos activités et qui est déjà en ligne sur le YouTube pour les adhérents sur le site de la SF2H, je pense qu'on peut s'armer et même si c'est un petit peu chronophage, aussi bien le côté argumentaire et de revenir toujours à la charge sur le sujet et ensuite le temps d'installation, on voit bien que derrière, ça en vaut le coup. Donc, je voulais vraiment tous vous remercier de nous avoir donné plus d'idées, plus d'outils, de clés pour peut-être réussir nous aussi à changer notre façon de travailler. Et je vais laisser le mot de la fin à notre cher président. Je vais juste rajouter une petite chose. N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous suivre sur tous les réseaux sociaux pour ne rater aucune information parce qu'on vous réserve bien sûr d'autres choses bientôt. Eh bien, merci à toutes. Merci à toi, Stuti, à Marion, à Camille, pour avoir organisé un excellent webinaire. J'ai pris de plus sur un thème qui, je pense, est assez crucial pour notre discipline, son avenir, son développement. Je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse valoir et reconnaître notre expertise et la nécessité qu'on a d'avoir des outils à la hauteur de notre talent, si je puis dire. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a vu des outils qu'on connaissait déjà, du CHU de Limoges et du CHU de Nancy, mais en écoutant Nathalie, Abibé, Julie, ben, on voit que ces outils évoluent toujours au fil du temps. Elles ont des idées, elles mettent en place des nouvelles choses et tout ce qu'elles créent, ça servira aux autres utilisateurs dans le futur. Il faut aussi le savoir, donc c'est important. Moi, j'ai découvert avec Margot l'outil e-infection avec de Big 4 Lab que je connaissais pas. Donc, c'est à nouveau des choses différentes et similaires, mais c'est bien que le marché s'étoffe et qu'on ait des nouvelles choses. Il y a aussi Baxter qui est un outil qui peut s'implanter. Ce qui était bien dans le questionnaire qu'a fait cet outil au départ, c'est qu'on a vu qu'il y avait des nouvelles implantations en cours, ce qui est intéressant, et qu'il y avait presque la moitié des gens en ligne qui étaient intéressés d'y arriver. Donc, j'espère que 100% des gens ont envie de le faire au décours du webinaire et qu'on aura encore des implantations dans le futur. Je crois que c'est très important pour nous, pour l'avenir, pour les plus jeunes et pour les autres aussi. Et c'était passionnant de vous écouter. Donc, merci à tous et merci d'être restés en ligne aussi nombreux, aussi longtemps. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.